La France, avec ses 162 ambassades, dispose du 3e réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine. Qui sont nos ambassadeurs et que font nos 10 000 diplomates? Pour le savoir, nous sommes partis à leur rencontre aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, direction les États-Unis. Avec 320 millions d'habitants, l'Amérique est le 3e État le plus peuplé au monde, après la Chine et l'Inde. Ce pays est le plus riche de toute la planète. Il demeure un partenaire incontournable pour toutes les autres nations. La mission diplomatique française y est en exercice depuis plus de 120 ans. Elle y représente la France et veille sur ses 300 000 expatriés et son 1,5 million de vacanciers annuels. C'est à Washington qu'est installée la plus grande ambassade du réseau. Plus de 400 employés y travaillent sur 35 000 mètres carrés. À la tête du réseau diplomatique depuis 2 ans, l'ambassadeur le plus important du réseau français, Gérard Araud. La diplomatie, c'est de construire des ponts entre des cultures, de construire des ponts entre des individus qui ont parfois de la peine à se connaître et à se comprendre. Chaque année, dans la vie d'une ambassade, il y a un jour particulier. Chaque pays célèbre à date fixe sa fête nationale. Un jour de communion où la nation se rassemble autour de son identité et de son histoire. En France, la fête nationale se déroule le 14 juillet, en mémoire de la Révolution française. À Washington, l'ambassade de France des États-Unis ne déroge pas à la règle. Pour ce 14 juillet, tout le monde est sur le pont. Pour les Américains, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, c'est le défilé du 14 juillet, c'est la liberté. Et puis pour les Français, c'est aussi l'occasion de se retrouver. Et cet après-midi, il y aura sans doute plus de 2000 à 2500 Français à l'ambassade de France à Washington, que j'accueillerai avec plaisir. Marie-Hélène Zavala est le capitaine de ce grand navire. Elle est responsable de tous les événements à l'ambassade. C'est la chargée de mission événementielle. Pour elle, comme pour l'ambassade, la fête nationale est l'événement le plus important de toute l'année. Marie-Hélène n'a pas le droit à l'erreur. Elle a rendez-vous avec l'ambassadeur Gérard Araud pour un dernier briefing. À partir de 17h15, nous accueillerons nos important personnes. Nous attendons à peu près 200 personnes. Et à partir de 17h45, nous ouvrirons les portes pour la communauté française. Nous avons 2000 inscrits, donc le dispositif sera complètement... En termes de sécurité, vous avez combien de portiques? Nous en aurons 5. 5 portiques. 5 portiques, 3 pour la communauté française et 1 pour les IP. Il faudra penser aussi, parce que ça va faire une queue sur la rue, je m'en rappelle l'an dernier. Donc il faudra peut-être gérer ça en termes de sécurité. Nous avons une équipe de 17 officiers de sécurité de Lloyd Barton qui viennent renforcer le dispositif. Et puis à peu près 45 bénévoles de l'ambassade qui sont là essentiellement pour l'accueil et ensuite un petit peu le soir pour aider à la vente des tickets de boissons. Les buffets vont ouvrir, le champagne va ouvrir et ensuite nous enchaînons avec un DJ puisque cette année la Maison française sera ouverte jusqu'à 11h du soir, jusqu'à 23h, les gens vont danser. Vont danser. Très bien. Le bal du 14 juillet. Le bal du 14 juillet à Washington. À Washington, exactement. Le premier enjeu, c'est la sécurité. Ensuite, le second, c'est comment vous gérez 2 à 3 000 personnes. C'est toujours pareil, on retombe dans la diplomatie. Il nous appartient aussi de montrer à nos invités qu'on est content de les recevoir. C'est-à-dire que la France est contente de les recevoir. Pour recevoir la communauté française des États-Unis et les amis de la France, l'ambassade a mis les petits plats dans les grands. Pas moins de 45 volontaires viennent prêter main forte bénévolement. Petits fours et boissons seront servis à profusion. Des dizaines de caisses de vin français et de champagne attendent sagement les invités. Rien n'est trop beau pour faire briller la France en ce jour exceptionnel. Pour servir à manger à 2000 personnes, il vaut mieux être très organisé. Le chef cuisinier de la résidence et le pâtissier de l'ambassade sont réquisitionnés pour l'occasion. En cuisine, on s'affaire déjà depuis de nombreuses heures. Marie-Hélène est venue passer une tête
pour une ultime vérification. Bonjour Michel, bonjour Marco. Bonjour Marilyn, comment allez-vous? Bonjour. Comment est-ce que ça se passe? Écoutez, c'est pas trop mal. Pas trop loin de la vérité, je pense. On finit les toasts, les derniers toasts. Donc pour la réception Pour la réception VIP, d'ici une heure ou deux, on va attaquer les extras à préparer pour ce soir. Les préparations préliminaires ont été faites hier avec l'aide de Marc. Et je pense que d'ici 17h, on sera prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Ouais. qu'est-ce que vous avez comme canapé pour ce soir? On se fait un foie gras classique, avec un chutney de figue. Et on a fait un saumon gravlax cette semaine. Et ensuite, après, on a une vingtaine de variétés de fromage, une dizaine de charcuteries françaises aussi. Et en sucré, c'est pareil, on a une dizaine de sucrés, donc le classique français, cannelé, guimauve, meringue, on a fait des cacao citron, on a fait du cacao chocolat. Enfin, on est resté dans le classique. Donc Michel est le nouveau Chef de cuisine de la résidence, arrivé ce printemps. Donc c'est votre premier 14 juillet, un vrai challenge. Oui. 2500 couverts, c'est la première fois. C'est surtout les quantités qui sont dures à gérer. Donc on pèse une portion, on la multiplie, mais bon, après on ne sait pas trop si on va tomber juste. En général, on ne se trompe pas trop. Bon bah merci, alors à tout à l'heure. Merci Marilyn. Tout à l'heure. J'ai un parcours classique, hein. J'ai commencé tout jeune en commis cuisine, et puis la proposition s'est faite de venir pour la résidence. C'est plus pour partir à l'étranger que pour venir sur une résidence d'ambassadeur en fait. Mais du coup c'est très intéressant. On a une petite brigade, il faut savoir tout faire, on s'adapte, on fait du sur-mesure. Hein. Donc, si on a un ambassadeur qui aime le poisson, on fait du poisson. Si on a un ambassadeur qui aime de la viande, on fait de la viande. Il faut juste qu'on arrive à comprendre la diplomatie. Au niveau de la viande et des fromages, ils ont beaucoup moins de règles que nous en France. La viande est remplie d'hormones ou d'antibiotiques. Donc là, j'ai commencé moi maintenant à travailler avec les Amish. Ils ont des petites fermes, un petit regroupement fermier. Et on en est assez content. La gastronomie française est très très importante pour ce type d'événement et nous essayons dans le cadre d'une manifestation aussi large avec 2000 participants de nous replier sur des choses relativement simples mais qui sont l'expression de la gastronomie française. Alors bien sûr les fromages, les charcuteries, les spécialités de biscuits comme les cannelés, les madeleines, les financiers, les guimauves, donc des produits bien français de la tradition française. À Washington, à l'ambassade de France des États-Unis, Marie-Hélène Zavala et ses équipes sont toujours en plein préparatif de la réception du 14 juillet. Rien n'est trop beau pour recevoir la communauté française et les amis de la France. Mais pour financer la réception, pas question de mettre à contribution les finances publiques. Ça coûte absolument 0 centime aux contribuables français. Nous n'utilisons absolument pas les frais de représentation de l'ambassadeur pour cet événement. Tout est couvert par les sponsors. Pour l'animation, Marie-Hélène peut compter sur le réseau francophile du pays. Comme avec ses amateurs de vieilles voitures françaises, un comble au pays du Fordisme. Ah, voilà, nos voitures sont là. Je vois Judith. Hey, welcome. bonjour, bienvenue. C'est chaud aujourd'hui. Thank you for coming. Hi Brian. Brian, thank Merci you for d'être coming. venu. And Bruce. Bonsoir. Bonsoir, welcome, bienvenue, merci beaucoup. Ces personnes sont des membres, sont des Américains en fait, qui sont membres du Club Citroën. On parle français aussi, tout le temps. et qui aiment bien montrer leur voiture. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voitures françaises ici aux États-Unis. Donc on aime bien, à l'occasion de la fête nationale, faire venir quelques voitures historiques, comme on les appelle ici. Moi, j'ai vécu en France pour 20 ans et j'ai conduit le 2 chevaux en France. Moi, j'aime bien le 2 chevaux. C'est une voiture simple, pas compliquée. C'est pas tellement cher d'entretenir et c'est fun. Les premiers invités ne vont pas tarder à arriver.
Recevoir des milliers de personnes nécessite une organisation rigoureuse, notamment en matière de sécurité. Marie-Hélène Zavala, l'organisatrice, a rendez-vous avec Patrick Lachaussée, le responsable de la sécurité à l'ambassade, pour un dernier point avant d'ouvrir les portes. Alors on a prévu 4 portiques finalement, un pour les IP et 3 pour la communauté française. Donc on a 2 gardes, 2 officiers de sécurité par portique, un pour fouiller les sacs et un pour vérifier que la personne qui passe sur le portique ne présente pas de danger, que tout est ouvert. On ferme les entrées à quelle heure? Et on ferme les entrées véhicules à 17h. Et on fermera les entrées piétons à 21h. Et une demi-heure. Oui, dans une demi-heure. On va accueillir entre 2000 et 2500 personnes. On leur doit d'arriver ici en tranquillité. Il faut quand même avouer que même si on est aux États-Unis, il faut être prudent par rapport à ce qui peut se passer dans un événement de cette importance. Et donc, suivant les consignes de l'ambassadeur, on a renforcé la sécurité aujourd'hui. On va peut-être faire un briefing de sécurité? Oui, bien sûr. Allons-y, les gens doivent être là. Merci. Bien, donc ce briefing de sécurité assez rapidement. D'une part, au nom de l'ambassadeur, pour vous remercier de votre volontariat, parce que c'est extrêmement important et appréciable pour une maison comme la nôtre. Vu le monde qu'il va y avoir tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses que je veux vous dire. On a 2500 personnes ce soir, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un incident. On va avoir de tout. Des gens qui vont rentrer sans être inscrits, etc., etc. Tous ces gens-là, je n'en veux pas. On s'inscrit, on vient. Si on n'est pas inscrit, on ne rentre pas. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi parce que tous ceux qui ont été inscrits, on a vérifié les noms. Ce sont des gens connus de notre communauté, des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler. S'il y a des gens en plus qui viennent et qu'on ne connaît pas, on les met gentiment dehors. Et donc tout ça, pour moi, c'est extrêmement important aussi. Avec la chaleur, il fait 42 degrés en plein soleil, plus peut-être un peu plus à l'extérieur. Donc il va y avoir des bouteilles d'eau, il va falloir s'hydrater un maximum. Mais en même temps, là-bas, ce qui est important, c'est qu'on reste concentré sur sa mission. Et si on ne va pas bien avec la chaleur, on arrête. Je ne veux pas qu'il y en ait un d'entre vous qui se rende malade. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci à tous. Le 14 juillet fait partie des événements les plus importants de l'ambassade. Vu l'engouement que l'on rencontre pour les inscriptions, je pense que ça traduit vraiment l'expression qu'il est important de temps en temps, au moins une fois par an, de se retrouver entre Français pour célébrer notre fête nationale. Donc on veut surtout accueillir nos concitoyens le mieux possible, qu'ils soient heureux de se retrouver, qu'ils puissent avoir un programme agréable, festif. Donc il faut faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Avec 8,5 millions d'habitants, New York est la plus grande ville du pays. Elle accueille chaque année plus de 50 millions de touristes. Si chaque quartier détient une atmosphère différente, l'art en est sûrement le dénominateur commun. New York est la capitale mondiale de la culture. Pour rayonner culturellement dans cette mégalopole, la diplomatie française s'appuie sur le plus important service culturel du réseau. Basé à New York, Washington et 8 autres villes à travers le pays, le service culturel établit des partenariats entre les artistes français et américains. À New York, le service culturel est installé dans un lieu chargé d'histoire. Bénédicte de Montelor, la conseillère de coopération et d'action culturelle, la COCAC, le dirige aux États-Unis depuis 2 ans. Donc nous avons la chance de bénéficier d'un bâtiment très exceptionnel. C'est l'un des bâtiments historiques les plus importants à New York, sur la 5e avenue. Donc ce building symbolise une histoire d'amour. D'ailleurs, on a régulièrement des gens qui font leur demande en mariage dans ce building. Parce que vraiment, il y a toute une histoire d'amour autour de ce bâtiment qui a été donné en cadeau de mariage. C'est pas mal comme cadeau de mariage.
Et donc cette famille a vendu le bâtiment en 1952 à la France, qu'il a acquis pour en faire les services culturels. Lors de la vente du bâtiment, la plupart des décors ont été vendus, mais cette statue est restée. Et puis un beau jour, un conservateur du Met, donc le musée juste en face, s'est interrogé sur cette statue alors qu'il venait ici à une réception. Puis une professeure d'histoire de l'art nous a dit qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une œuvre de Michel-Ange lui-même. Et c'est effectivement un Michel-Ange. Donc ce que vous voyez ici, c'est une réplique, puisque la statue est actuellement au Met, au musée en face. Nous avons signé une convention pour qu'il la répare, qu'il la restaure, et en échange, nous avons donc cette réplique aujourd'hui. Alors là, il s'agit d'un des autres trésors que recèle ce bâtiment, puisque c'est ce qu'on appelle le salon vénitien. Donc cette petite pièce est un vrai bijou. Le décor d'inspiration vénitienne a été réalisé par des artisans américains, mais les tableaux et la plupart des meubles viennent d'Europe où ils ont été acquis. Donc nous sommes très actifs parce que même si ça ne se voit pas et que c'est très beau aujourd'hui, cette pièce menace d'être dégradée et à cause de la poussière qui s'accumule et donc a vraiment besoin de restauration. Pour le bâtiment, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver des fonds privés pour permettre de restaurer et d'entretenir ce bâtiment. Parce que ce bâtiment, il est très beau et c'est avant tout du patrimoine américain. En revanche, tout ce qui est travaux lourds, ça doit continuer à être fait par la France. Parce que nous sommes à New York, ce n'est pas n'importe où, c'est vraiment la capitale culturelle des États-Unis, mais plus largement du monde. Et donc il est indispensable que nous ayons des outils d'attractivité de qualité. Et le building joue une très grande part dans ce pouvoir d'attraction de la France. Les Français expatriés rencontrent parfois des problèmes pratiques pendant leur installation et même après de nombreuses années. Bonjour Chris. Bonjour docteur. Comment ça va? Très bien. À New York, pour les aider et les représenter auprès de l'État français, les expatriés peuvent compter sur ce dentiste. Allez-y, installez-vous. Le fauteuil est prêt. Pas trop chaud aujourd'hui? Oh, si, je sais qu'il fait chaud parce que je vois ça mes cheveux. Oui, j'ai le même problème. Gérard Eppelbaum est conseiller consulaire. Il est élu par les Français de New York pour les représenter auprès de l'État français. Lorsqu'il ne peut agir lui-même, il remonte les problématiques de ses administrés à l'État et aux élus restés en métropole. Le coût des frais de santé est l'une des principales problématiques auxquelles sont confrontés les expats de New York. C'est le pays où les dépenses de santé sont les plus chères. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont énormes. On peut parler de New York, on peut parler des grandes villes américaines. L'immobilier est énorme, il coûte très très cher ici. Les coûts d'assurance sont énormes. Chris, est-ce que maintenant tu as une caisse d'assurance française, la CFE, la Caisse des Français à l'étranger ou pas? Non, parce qu'en fait, dès que je suis arrivée aux États-Unis, j'étais employée par une compagnie américaine et j'avais un contrat local avec l'assurance maladie locale. On peut cotiser à la Caisse des Français à l'étranger pour continuer à cotiser pour sa retraite dans le système français. Et aussi, on peut cotiser pour avoir une assurance médicale internationale qui couvre à la fois dans son pays de résidence à l'étranger, mais aussi quand on retourne en France. C'est intéressant pour les Français qui retournent souvent en France, qui veulent garder un pied dans le système français. Ça fait 22 ans que je suis aux États-Unis. J'ai la chance d'être assurée par mon employeur, ce qui est une chance parce que j'ai une assurance santé qui est excellente. En revanche, ça coûte cher sur le bulletin de salaire. Et ça coûte encore plus cher quand on assure sa famille. Ça me coûte certainement au moins $600 par mois. Ça, c'est ce que ça me coûte à moi. Ça ne compte pas du tout ce que mon employeur dépense pour moi, et donc je pense qu'en tout, ça fait pas loin de $1 800 par mois pour une famille. Je pense que chaque pays, chaque culture, chaque histoire développe son propre système de santé. La France, c'est quand même un pays très centralisé, donc elle a développé un système unique, qui est la sécurité sociale. C'est un payeur unique, c'est un système unique. Ici, c'est le pays, entre guillemets, sans être péjoratif, des cow-boys, des marchands. C'est une économie de marché. C'est le capitalisme, je dirais pas à l'extrême, mais c'est le choix. C'est un menu, c'est un système multicentrique. C'est perturbant pour nous les Français. Ici, c'est un peu l'apprentissage de la liberté, le choix de son assurance médicale. Hein, on doit faire des calculs, savoir ce qui nous intéresse à être couvert, ce qui nous intéresse pas, et en fonction de ça, il y a des coûts. Donc on sait pourquoi on paye.
En France, tout est organisé pour soi, mais on paye quand même. On paye sur sa facture de salaire, on paye sur sa mutuelle. Donc les coûts sont répartis différemment, sont peut-être encaissés personnellement différemment. Donc on s'en rend peut-être moins compte en France qu'ici, parce qu'ici, on paye de sa poche. Mais le système marche bien ici. Moi, j'ai été éduqué en France et j'ai fait mes études en France. Le système marche très bien en France. C'est deux cultures. Et c'est très bien que ces deux cultures s'affrontent et se nourrissent d'elles-mêmes. Pour rayonner dans le monde, la France utilise ce que l'on appelle la diplomatie d'influence. Cette diplomatie s'appuie sur de nombreux domaines pour créer des coopérations avec le pays d'accueil. Cet engagement mutuel sur des projets concrets alimente les bonnes relations bilatérales entre les deux pays. Culture, éducation ou sciences deviennent des outils d'influence pour la France. Min Apam est conseillère scientifique pour l'ambassade de France. Elle a rendez-vous au zoo de Washington avec Pierre Comizzoli, un chercheur et vétérinaire français qui y travaille. Pierre travaille aussi pour un institut de recherche aux États-Unis. C'est le spécialiste mondial de la reproduction des pandas. Pour l'ambassade de France, c'est un interlocuteur de choix concernant la coopération internationale dans le domaine de la biodiversité. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu oui. Et je profite de cette occasion d'être ici avec vous pour que vous me racontiez un petit peu comment évolue la reproduction de ces magnifiques pandas. Très bien. Du coup, là, c'est le petit dernier, là, Baby, qui est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Un mâle. Qui est né il y a presque 1 an maintenant. D'accord. Et qui est toujours avec sa maman. Parce que il est toujours allaité par sa mère, mais bon, il commence déjà à se nourrir de bambou lui-même et puis de fruits, de choses comme ça. Et quel est l'accord que vous avez passé avec la Chine concernant la reproduction de ces bébés pandas? L'accord qui a été fait avec la Chine depuis plusieurs années maintenant, c'est que les animaux appartiennent de toute façon au gouvernement chinois. Et alors, sur le plan symbolique, alors au-delà même de la reproduction des pandas, la valeur symbolique des pandas, c'est très important. Mais dans la réalité de la conservation et de la biodiversité, quelle place ça occupe vraiment? Alors, c'est vrai que le panda, ça représente une espèce qui vit dans un écosystème très précis, mais en même temps, tous les efforts qu'on fait pour protéger le panda protègent aussi toutes les espèces qui partagent le même milieu naturel. Voilà. Alors, nous avions eu l'occasion de discuter ensemble de l'importance des collaborations autour des questions d'environnement, de biodiversité entre la France et les États-Unis. Est-ce que depuis, vous avez pu maintenir vos contacts avec vos collègues français et où en êtes-vous en fait de ces recherches communes? On a travaillé avec les collègues américains et les collègues français sur tout ce qui est suivi écologique de différents écosystèmes, montagneux, plaines, steppes et le milieu marin. On a travaillé aussi sur ce qui est banque génétique. Ah oui. Et on a fait un gros travail aussi de communication sur tout ce qui est impact du changement climatique sur les milieux marins et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands thèmes qu'on a développés. Ces questions liées à l'environnement sont parmi les priorités de la collaboration franco-américaine telles que nous les avons identifiées il y a 1 an. Et notre travail en tant que service scientifique, c'est vraiment de faciliter ces échanges, de permettre à des chercheurs américains et français de se rencontrer, de les aider dans toute la mesure du possible, et puis de déployer l'influence française, y compris scientifique, dans ce pays qui nous attend plutôt sur des aspects de gastronomie, de tourisme, etc. Mais nous sommes là aussi pour leur expliquer que la France, c'est un pays de sciences, de technologies très avancées, de qualité de chercheurs et d'étudiants, ce que les Américains reconnaissent tout à fait et savent tout à fait identifier. Voilà, et nous sommes là pour maintenir le lien entre les deux pays. La diplomatie scientifique est très très importante parce qu'il n'y a pas de diplomatie sans science et il n'y a pas de science sans diplomatie. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et en fait, la vérité, c'est qu'il y avait déjà énormément de connexions entre les chercheurs américains et les chercheurs français, en l'occurrence. Mais ce qui manque dans beaucoup de cas, c'est d'avoir en fait la possibilité pour tous ces gens de se rencontrer, etc., et d'avoir une espèce de parapluie sous lequel tout le monde peut se retrouver et discuter, et ensuite de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement sur les grandes questions scientifiques
que tout le monde se pose actuellement, comme conservation de la biodiversité, impact du changement climatique et des choses comme ça. États-Unis, plus de 500 millions de livres sont vendus chaque année. C'est le plus gros marché littéraire au monde. Pour faire rayonner la France dans ce domaine, les diplomates mettent les bouchées doubles. À New York, Bénédicte de Montelor, la conseillère de coopération et d'action culturelle, la COCAC, dispose d'un outil de choix, la librairie Albertine. Bonjour Myriam, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Bon écoute, comme convenu, on fait un petit point. Comment ça va là en ce moment? Ça se passe bien. Donc qu'est-ce qui marche bien en ce moment là? Alors ce qui marche bien, c'est Annie Ernaux, Les années, Réparer les vivants, Maëlys de Kerangal, Kamel Daoud toujours. Kamel Daoud, depuis qu'on l'a eu l'année dernière. Ça n'arrête pas, oui. Il a été décidé d'ouvrir une nouvelle librairie française ici au sein des services culturels parce que sinon on ne pouvait pas se procurer de livres en français à New York. Et d'ailleurs aujourd'hui on peut confirmer la nécessité d'avoir un lieu de ce type puisque nous rencontrons un grand succès. Le public américain est principalement attiré par des auteurs anglophones. À peine 3% des livres achetés proviennent d'écrivains étrangers. Mais sur ce petit marché de niche, la France tire son épingle du jeu. La moitié des livres traduits aux États-Unis proviennent d'auteurs francophones. La librairie française Albertine est devenue au fil du temps la vitrine de la littérature française au pays de l'oncle Sam. Alors on a préparé des petits mémos sur la programmation de septembre. Le 50e anniversaire des éditions Christian Bourgois, ça va être une grande soirée. Ça va être énorme. On a une cinquantaine de confirmations, des invités. Déjà d'invités? Ouais. Mais on n'a pas lancé, on va relancer en plus. Donc si on a déjà 50, ça veut dire qu'on va être à 150, 200. Oui, certainement. Donc là, je pense qu'il va falloir... Donc il va falloir prévoir les écrans dans les différents... Albertine, D'accord. Et dans la ballroom et dans Albertine. Ok, très bien. Alors après, on a dans les grandes rencontres de l'automne, on accueille le 3 octobre Christophe Boltanski. Donc ça c'est formidable. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre ne sera pas encore publié aux États-Unis, la cache, mais par contre la traduction sera disponible. Donc on peut inviter un écrivain américain en conversation avec lui, et on est en train de réfléchir avec Adam. Peut-être David Gilbert. Oui, on se disait ce son serait... roman Anne Sons c'était un grand succès aux États-Unis. Donc, grâce à la présence d'Albertine, nous organisons 2 ou 3 événements par semaine autour de la littérature française, toujours dans un dialogue entre un Américain et un Français, parce que ce que nous souhaitons, c'est faire connaître les auteurs français, et donc nous essayons de trouver leurs homologues américains qui feront venir le public américain, qui, donc à cette occasion, pourra découvrir l'auteur français. Les USA comptent plus de 300 000 Français expatriés. La ville de New York, la plus grande ville des États-Unis en termes d'habitants, compte la plus importante communauté française, avec 30 000 personnes. Une grande partie d'entre eux se retrouvent fréquemment autour d'associations francophones et lors des élections françaises. Ils votent directement aux États-Unis et parfois par Internet. Gérard Eppelbaum, le dentiste français et conseiller consulaire, a rendez-vous avec un des membres de sa liste électorale afin de faire le point sur les problématiques récurrentes de leur électorat. Salut Gérard. Comment ça va? Ça va bien toi? Je suis content de te voir. Bah moi aussi. Alors quoi de neuf, tout va bien? Oui, tout va bien. Gérard, on en est où au niveau du vote par Internet? Pour législatives, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On est en train de travailler, en tout cas, on relaie tous les problèmes qu'il y a eu les dernières élections, les bugs, tu le sais très bien, les programmes qui ne marchaient pas. Donc on essaie de résoudre tous ces problèmes pour les prochaines élections. Malheureusement, pour les présidentielles, je crois que la Constitution interdit encore le fait qu'on puisse voter par Internet, ce qui nous pose un problème de représentativité, parce que si on ne peut pas faire 500 km pour aller voter à l'urne, après on nous dit oui, mais vous votez qu'à 12% de participation. On n'a pas le droit d'aller à un bureau de vote qui est à 500 km, certes on a le droit de le faire, on peut le faire peut-être, mais je ne sais pas combien de nos compatriotes le feront. Donc je pense que compte tenu des distances, il faut être un peu pratique, un peu pragmatique.
le vote par Internet, c'est vraiment capital. Écoute, c'est tellement capital qu'on en parle tout le temps, on fait le relais tout le temps vis-à-vis de nos sénateurs, vis-à-vis de nos députés. Mais même au-delà de nos députés, des Français étrangers ou des sénateurs, on en parle tout le temps parce qu'effectivement, c'est une question de droit fondamental et d'accès au droit. L'État français est un des rares États qui fait voter ses expatriés dans des élections aussi importantes que les présidentielles ou les législatives. Et donc, il y a des bugs, c'est un processus qui est en évolution, c'est à nous, relais locaux et élus locaux de pouvoir relayer ce genre de problème, mais c'est quand même une avancée démocratique assez importante. Il faut en tirer le maximum de profit pour que les Français de l'étranger participent de leur richesse d'expérience au débat national qu'il y a en métropole. Une des principales missions des diplomates, c'est d'aider les entreprises françaises à exporter leurs produits à travers le monde et faciliter leur installation à l'étranger. On appelle cela la diplomatie économique. Le service qui s'occupe de la diplomatie économique, c'est Business France. Elisabeth Hirschon et Elodie Fein du pôle Art de Vivre à Business France reçoivent aujourd'hui un laboratoire français qui souhaite implanter un de ses produits sur le marché américain. Elisabeth et ma collaboratrice Elodie, avec laquelle vous êtes tout le temps en contact, bienvenue, welcome. Dans le cadre de votre développement aux États-Unis, la première étape était évidemment de vous faire connaître le maillage un peu du retail aux États-Unis. Comment se vend un produit similaire au vôtre? Donc, Elodie, je te laisse peut-être décrire la séquence de rendez-vous de cette semaine, à commencer par aujourd'hui. Oui. Alors effectivement, donc ça c'est une première mission de prospection, puisque pour l'instant c'est vraiment sur l'aspect logistique qu'on va se concentrer cette semaine, et dans un deuxième temps, à l'issue du test sur l'offre qu'on est en train de réaliser, on organisera une deuxième mission de prospection avec là des partenaires potentiels, parmi effectivement, comme tu le disais Elisabeth, des détaillants spécialisés, des chaînes de drugstores, etc. C'est une eau de lait qui est née en France dans les années 50. Donc comme vous voyez, c'est blanc comme du lait, mais aussi liquide que de l'eau. Donc c'est hyper rafraîchissant, on peut s'en servir pour se nettoyer le visage, pour se démaquiller, et également pour pour parfumer son bain. Après avoir discuté avec plusieurs potentiels partenaires, nous nous sommes rendus compte qu'il était quand même assez compliqué d'intégrer un marché comme les US, qui est un énorme marché. Le marché nord-américain attire toujours autant. C'est un pays qui peut correspondre à un Eldorado, mais qui est dangereux. Donc notre rôle d'expertise et de conseil est primordial. Un one-time shot en Amérique du Nord coûte très cher. C'est un luxe que les sociétés françaises ne peuvent pas se permettre. Aurore, est-ce que je peux voir votre produit? Oui. Fabuleux, vous avez changé le packaging. Tout à fait. En fait, on a fait d'une pierre deux coups. On a déjà voulu glamouriser un petit peu le produit parce que son étiquetage précédent était un petit peu désuet, et on en a profité pour le rendre bilingue. Donc aujourd'hui, l'étiquette est bilingue, comporte les mentions la volumétrie du flacon en millilitres, et puis en FLOZ, qui est l'indice américain. À l'autre bout de Manhattan, Gérard Eppelbaum, le conseiller consulaire, a rendez-vous avec monsieur et madame Petitot, un couple de restaurateurs français installés depuis 20 ans à New York. Si monsieur et madame Petitot font appel à Gérard, c'est parce qu'ils ont du mal à trouver un enseignement francophone pour leurs enfants. Allez. Alors quoi de neuf, tout va bien? Tout va bien. Ouais. La famille va bien? Ça va, ça va. Alors j'ai appris que vous avez quitté le lycée français? Oui, malheureusement, et heureusement aussi, puisque les filles sont ravies. Elles ont commencé toutes les deux dans une école américaine, publique, où elles sont très contentes. Et maman et papa aussi, parce qu'ils font des économies. Ça devenait trop onéreux. 34 000 $ par an, par enfant. On est dans une tranche où
ça devient de plus en plus difficile et on a fait ce choix de les mettre dans une école américaine publique. Mais c'est un problème pour la communauté française, parce que c'est vrai que les coûts sont tellement excessifs d'éducation aux États-Unis, surtout à New York, que beaucoup de Français font comme vous, rentrent dans le système public américain. Et nous, on essaye en tant qu'élus locaux et avec les services culturels de l'ambassade, de créer des programmes bilingues dans les écoles publiques. Et il y en a de plus en plus, on les crée. Est-ce que vous êtes au courant de ces programmes qui se multiplient dans la région new-yorkaise et à New York? J'en ai entendu parler. Malheureusement, dans l'école où elles sont, il n'y en a pas. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses de faites dans beaucoup d'écoles. Ça part des parents. C'est un groupe de parents dans une école publique décide de vouloir créer un programme bilingue. Et à ce moment-là, elle s'adresse au service culturel de l'ambassade, à nous, élus locaux, qui faisons le relais, pour pouvoir créer ce programme bilingue. Et la ville de New York, les autorités administratives de New York américaines sont très friandes de ce genre de programme. Elles l'ont fait pour les autres communautés, les communautés italiennes, les communautés allemandes quand elles sont venues. Et le fait que la communauté française veut développer ce programme, veut s'intégrer dans le programme de l'éducation publique américaine, les autorités américaines sont absolument séduites par ce projet. Donc si dans votre école, vous avez quelques familles françaises ou américaines qui ont ce désir, n'hésitez pas, vous me contactez ou vous contactez les services culturels de l'ambassade par mon intermédiaire. Et à ce moment-là, on pourra vous aider à créer ce programme bilingue. C'est comme ça que ça se passe. C'est important, c'est notre culture. On est né en France, même si ça fait très longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'on est ici. On adore les deux pays et donc je suis encore très française. Il y a un phénomène extraordinaire, c'est que quand on est loin de la France, on adore encore plus la France que quand on y vit. Et on est encore plus enthousiaste de la France, de notre culture, de notre pays, quand on est un peu loin de la France. Avec 37 millions de visiteurs par an, Central Park, le poumon vert de New York, est le parc le plus visité aux États-Unis. Depuis plus de 140 ans, ce parc représente une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel. Toute la ville s'y donne rendez-vous, été comme hiver. Ce paradis pour piétons contraste avec l'intense activité de la ville. Central Park abrite plusieurs plans d'eau, allant du simple étang au véritable lac artificiel. Bénédicte de Montelor, la cocaque, a rendez-vous avec deux célèbres auteurs américains francophones. Judith Thurman est journaliste au célèbre magazine The New Yorker. Dinao Mengestu est un auteur américain d'origine éthiopienne. La cocaque leur a donné rendez-vous pour parler d'un festival de littérature organisé chaque année par le service culturel. Les deux auteurs l'ont présidé l'année dernière et Bénédicte voudrait bien avoir leurs impressions pour la prochaine édition. Je voulais vous voir pour parler du festival Albertine. Donc l'idée, c'est de se préparer dès maintenant, parce que ce qu'on voit aussi, mais ce qu'on a pu voir ensemble l'an dernier et ce qu'on voit à nouveau cet été, c'est que plus on s'y prend tard pour inviter les gens, et plus on a de mal à avoir les meilleurs invités, même si tous les invités français, en tout cas, ont tous envie de venir à New York, mais souvent le problème, c'est une question de disponibilité. Les écrivains, maintenant, sont vraiment ceux qui ont du succès, sont occupés 1 an à l'avance, quoi. Oui. Mais c'est 1 an et demi, ils ont déjà des tournées de prévues partout. Non, vous verriez quoi comme thème intéressant d'ailleurs La violence. Parce que c'est un thème actuel si puissant de tous les côtés. La violence politique, la violence d'identité, la violence sexuelle, la violence, c'est une idée. Donc il y a la violence dans l'air et dans les arts, c'est très intéressant. Non, c'est intéressant, là j'étais au Festival d'Avignon la semaine dernière et c'était un thème omniprésent. Toujours des gens qui disent bon maintenant on est peur, on est toujours à temps pour la prochaine guerre et je trouve que c'était une bonne idée aussi. Beaucoup d'espace en termes comme ça. Il y a des changements qui menacent les bases anciennes de la société qui inspirent la violence.
J'ai l'impression qu'on est passé à des moments où on a beaucoup parlé de la finance, après de la technologie, et maintenant en fait on est revenu à des sujets plus profonds de société. Un peu aussi le formuler un peu différent, un peu peut-être dire l'âge des angoisses, the age of anxiety. Pour moi, je n'ai jamais vécu un moment si angoissé. Si angoissé. Pour le pays, pour le pays, pour les gens, il y a un manque de sûreté, de sécurité personnelle, sociale, même mentale. Et donc je trouve que c'est très stimulant, c'est une grande difficulté, c'est un moment de passage. Ouais, dans la vie quotidienne, tu sens... omniprésent. Ouais, c'est ça, tu n'as aucune idée qu'est-ce que c'est la prochaine chose qui va arriver. Et alors du coup, le festival, ça serait quoi l'objectif? Explorer ces angoisses, voir comment les traiter, voir si elles sont différentes, ça serait une approche comparative entre la France et les États-Unis. Pour moi, l'importance du festival, c'est de participer à cette conversation et d'avoir cette conversation franco-américaine. Donc il faut être pertinent. Et c'est vrai que c'est ça les thèmes du moment. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était de les entendre sur ce qui, selon eux, serait intéressant pour le festival, ce qui, selon eux, serait pertinent. Sur quel sujet devons-nous amener des intervenants français, des auteurs, des artistes, et sur quel sujet devront-ils entrer en conversation avec leurs homologues américains. La semaine, Élodie de Business France va guider Aurore dans la jungle américaine du marché cosmétique. Ensemble, elles vont enchaîner de nombreux rendez-vous, dépôts de stockage, agences de communication et bien sûr les lieux qui pourraient commercialiser le produit. Ce matin, Élodie a justement prévu d'emmener Aurore dans la plus vieille pharmacie de New York. On y vend des produits de santé et des cosmétiques depuis 1838. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ravi de vous voir. Enchanté. Donc nous sommes ici pour faire un tour dans votre boutique et pour montrer à Aurore comment fonctionne le marché américain, et donc nous pensions que c'était intéressant pour elle de voir une pharmacie spéciale et unique comme ici. Donc si vous avez des points historiques à nous raconter. Oui, bien sûr. Donc Bigelow a été créé en 1838. C'est le plus ancien apothicaire en Amérique. C'est-à-dire qu'il a 178 ans. C'est dans ma famille depuis 1939. C'est aussi un emblème, c'est-à-dire que ce qui a l'air d'être vrai est vrai. Donc le sol est d'origine, le plafond est d'origine. Ces lampes utilisaient encore le gaz il y a 20 ou 30 ans. Et tous les ouvrages en bois sont d'origine. C'est aussi un produit historique des années 50 en France. Il a été développé à Paris par un pharmacien français. La pharmacie était à côté des Champs-Élysées. Donc il recevait beaucoup d'actrices et de chanteuses célèbres qui souhaitaient un nettoyant pour se démaquiller après les spectacles. Nous avons décidé de relancer son histoire. So this is the original bottle, and we changed mais nous avons changé the le look look of the product du produit, also to adapt également to pour the s'adapter au marché américain. American market. If you want to try, maybe you can also try it. It's very liquid, so be careful. Tu peux le mélanger? No. And yeah, that's why we called it eau de lait, milky water. Ça enlève tout le maquillage? It's in between l'eau micellaire et le lait démaquillant. Cleansing milk. Ça enlève tout le maquillage? Oui. And the fragrance et le parfum is really celui d'origine. Et rappelle les souvenirs reminding. d'enfance. C'est cool. Quelle est l'origine du nom? It's a mystery. C'est un mystère. Personne ne sait. Exactement. But if you were to Si vous carry deviez vendre this ce new produit, product, how would you comment le mettriez-vous en avant? like showcase it? Vous Do you, auriez like, une place special, spéciale? place?
Vous savez, quand vous avez un seul produit, c'est difficile parce que même si vous le posez là, ok, c'est l'eau de lait, les gens vont se demander ce que c'est. Donc ça demande la communication et que nous le recommandions. Je pense que c'est cool, c'est une bonne histoire. Nous aurons des résultats assez rapidement. Parce que quand on discute avec les gens, on sait ce qu'ils aiment ou pas. Les vendeurs sont très appréciés, ce type de produit est très apprécié. Donc je pense que elle a fait du bon boulot. Il faut que les gens le voient. C'est le plus important. C'est pour ça que les gens viennent ici. Aujourd'hui, le conseil, c'est important parce que les gens ont besoin de tester le produit. Et pour nous, c'est indispensable. L'idéal pour nous, ça serait de débuter de cette manière aux États-Unis. Le produit confidentiel, un peu sélectif. Pas mal de célébrités viennent ici, viennent chercher la petite pièce rare, la petite pièce qu'on ne trouve pas partout. Et ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. Un des atouts de la France pour rayonner culturellement à l'étranger, c'est son histoire et son savoir-faire en matière de théâtre. Des auteurs les plus classiques à la nouvelle génération, le théâtre français s'exporte bien à l'étranger. Il est synonyme de qualité et créativité. À New York, le service culturel de l'ambassade a bien compris l'importance de cet outil d'influence. Il aide financièrement la venue de compagnies françaises dans les théâtres américains. Bénédicte de Montelor, la cocaque, a rendez-vous avec le directeur du Lincoln Theatre. Tout le monde attendait avec impatience ce bourgeois gentil. Oui, je pense que notre public l'attendait avec impatience. C'est totalement complet. Ce qui est un bon problème, je pense, même si je suis toujours désolé de ne pas pouvoir vendre des tickets en plus. Oui, mais c'est un signe de succès, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette pièce? Vous l'avez vue en France, non? Je l'ai vue à Amiens. Je l'avais déjà vue en vidéo, ce qui ne lui rendait pas du tout justice. Sur la vidéo, on ne se rend pas compte de ces magnifiques costumes, par exemple. Which is a pity because they are costumed by Christian Lacroix. Oui, ils sont magnifiques, ainsi que le décor. Cette année, c'était particulièrement intéressant pour moi de revenir aux classiques. Et des classiques qui ne sont pas joués tous les jours ici. Mais je pense que Molière, en France, est étudié à l'école. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Molière, mais c'est nouveau parce que ça revient aux origines. Donc c'est intéressant, cette façon de le redécouvrir. De la façon dont c'était fait avant, comme la comédie-ballet. Quels sont vos meilleurs souvenirs de compagnies qui sont venues ici? Je pense que c'est impossible de ne pas penser au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine. Les créations étaient très belles à regarder, provocantes, mais aussi extrêmement émouvantes. And you've been working with the cultural services for a long time, right? Oui, et avec bonheur. L'année prochaine, par exemple, nous faisons venir la compagnie X. C'est une bonne chose car nous essayons aussi de promouvoir ces compagnies qui sont moins connues que les Bouffes du Nord ou la Comédie Française. du Nord ou la Comédie Française, but yeah, we try to make good suggestions of this kind. Le théâtre a été refait, donc on entre par le côté. Ok. Effectivement, c'est très beau. Mais c'est une belle salle et l'acoustique est bonne. C'est une pièce que nous avons soutenue, d'une part par nos conseils, c'est-à-dire que nous essayons de conseiller les meilleures productions françaises pour qu'elles viennent ici à New York et soient reconnues, mais aussi nous avons pu la soutenir financièrement, bien sûr dans une petite mesure, puisque nous n'avons pas des budgets extraordinaires, mais quand même nous faisons notre maximum pour permettre à des pièces de ce type de pouvoir être produites sur les grandes scènes new-yorkaises. La France est un pays qui est complètement imprégné par la nourriture, par le théâtre et certainement par la danse. Et nous avons toujours aimé faire venir les grandes compagnies de Paris ici. Sur la cuisse gauche, les jambes pointantes écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras battu de fessier étendu,
La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus écartée. La tête est droite. Le regard assuré. Tout ce qu'on fait aux États-Unis, que ce soit dans toutes les industries, le cinéma, le livre, etc., a ensuite des retombées mondiales. Donc notre action, elle est décuplée. Ici, moi, j'estime que les services culturels ont une action pour les États-Unis, le sol américain, mais bien au-delà, puisqu'il s'agit d'une influence à l'échelle mondiale. Et c'est la raison pour laquelle notre présence est vraiment cruciale et très importante.